Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette, nouvelle session qui, je vous le rappelle, est enregistrée. Je vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous les traiterons en fin de session. Aujourd'hui, nous abordons ensemble l'adoption pour vos collaborateurs des outils digitaux. En effet, un outil collaboratif apporte du confort et de la productivité que s'il est utilisé et bien utilisé. C'est ce que vont nous présenter Florie, Kenza et Laurent, avec le témoignage de François Tessonnière du groupe Orpi. Pour ma part, je suis Morgane Mager et j'ai le plaisir d'animer le Microsoft Experience Lab de Nantes. Alors, quelques mots d'introduction avant de passer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, Microsoft s'est doté pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions, mais également de permettre à chacune des organisations d'être plus productives, quelle que soit leur taille et leur métier, et donc d'avoir un impact positif. Cette mission se traduit chez nous par 5 initiatives: l'innovation, la diversité et l'inclusion, la responsabilité sociale, l'intelligence artificielle et l'informatique de confiance. Alors plus concrètement, pour accomplir cette mission et réinventer notre présence en région, nous avons implanté les Microsoft Experience Lab, qui sont des tiers-lieux à votre service. Ils ont pour but d'engager les principaux acteurs économiques et les collectivités territoriales sur des sujets de transformation numérique et d'intelligence artificielle. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un lieu d'échange, de réflexion et de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Enfin, ce sont des lieux qui hébergent des initiatives citoyennes et solidaires telles que l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec Simplon et qui a pour objectif d'accompagner à la reconversion et la certification de futurs experts autour de l'intelligence artificielle et de la data. Alors, pour connaître nos agendas des Microsoft Experience Lab, un site web, lab.microsoft.fr. Vous pouvez également nous adresser un email. Les adresses apparaissent actuellement sur votre écran. Et pour tout projet, rendez-vous sur ak.ms/vos projets numériques. Je laisse donc maintenant la parole à l'équipe Med6 pour entrer dans le vif du sujet. Merci de votre attention et bonne session à tous. Merci Morgane pour cette introduction. Je me présente rapidement. Donc Laurent Deroche, je suis le responsable de l'agence de Nantes. Donc Med6 est une ESN travaillant particulièrement sur les technologies Microsoft. Nous sommes implantés aujourd'hui dans toute la France. La société a été créée en 2011 à Paris, puis ensuite a été déclinée dans l'ensemble des régions. Pour ma part, je travaille donc sur la région Ouest. Donc, il y a une agence à Rennes dont le directeur de région est Yannick Lavet. Et nous avons également une agence à Nantes. Rennes a été créée en 2017 et Nantes est créée depuis 2019. Donc, comme je vous le disais, partenaire privilégié de Microsoft, 16 domaines de compétences, 14 gold et 2 silver. Nous attachons un soin tout particulier aux certifications de nos collaborateurs qui permettent justement de renforcer notre relation avec Microsoft sur l'ensemble des technologies qu'ils proposent aujourd'hui aux entreprises. Donc des experts reconnus et visibles, hein, puisque aujourd'hui chez Metis, nous avons donc 2 regional directeurs, 4 MVP. Nous avons également 4 MCT qui participent de manière régulière à des événements avec Microsoft. Donc nous sommes partenaires privilégiés Microsoft, mais nous avons également un certain nombre de partenariats avec d'autres éditeurs, notamment des éditeurs tournés autour de la sécurité, comme Web Identity, Varonis, Tenable, alors anciennement connu sous le nom d'Alcide. Et donc nous avons créé des liens assez forts avec ces éditeurs, ce qui nous permet d'être accompagnés sur l'ensemble des prestations, notamment autour des sujets de sécurité. Donc notre expertise s'applique sur l'ensemble du périmètre d'un projet. Hein. Nous sommes capables d'intervenir sur les phases d'audit, sur les phases de conseil et d'intégration. C'est-à-dire que nous conseillons les clients sur les meilleures solutions techniques devant être mises en place et nous les accompagnons tout le long de leur projet. Donc je vais maintenant laisser la place et la parole à Kenza et Florie. Je tiens juste en aparté à remercier François Tessonnière, donc DSI de Orpi, pour sa présence aujourd'hui.
Merci Laurent pour cette présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Kenza Lafaya, je suis consultante en transformation digitale chez Métis à Nantes et j'accompagne justement les entreprises dans le processus de transition numérique en se focalisant sur le volet technique et de la gestion de projet, mais également le volet humain, donc qui est justement le change management. Voilà, du coup, Florie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Florie Moulin, moi je suis consultante fonctionnelle Microsoft 365 et spécialiste en accompagnement au changement, donc une double casquette, deux passions, une pour les outils Microsoft 365 et une autre pour les humains qui les utilisent. Et comme le fait Kenza, j'accompagne donc les entreprises et leurs collaborateurs dans l'adoption, dans l'appropriation des outils et donc dans la réussite des transitions numériques. Donc, hop, rentrons maintenant directement dans le vif. Hop là. Donc, quand on parle de transition numérique, on va parler de mise en place de nouveaux outils. Et donc, souvent, on a à tort envie de parler de projets informatiques. On a tendance à se focaliser plutôt sur les outils, plutôt également sur la technique. Et pour preuve, ce sont souvent des projets qui sont portés uniquement par les directions informatiques, par les DSI. Pourtant, au-delà d'apporter aux collaborateurs de nouveaux outils, ça va surtout apporter de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles façons de travailler au quotidien. Et donc, forcément, ce sont des changements qui vont grandement impacter le quotidien des collaborateurs qui sont dans leur petit train-train, qui ont leurs outils, alors qu'ils n'aiment pas forcément à 200%, mais auxquels, en tout cas, ils sont habitués. Le changement, c'est assez humain, ça fait peur, et donc on est toujours un petit peu attaché à ce que l'on connaît déjà, à ce que l'on maîtrise déjà. Et donc, cette mise en place de nouveaux outils va venir un petit peu chambouler ce quotidien. On va donc parler, surtout dans le cas de Microsoft 365, où on va avoir beaucoup d'outils qui vont venir nous apporter des choses. Ce sont des projets qui sont quand même très structurants, des projets qui sont globaux puisqu'ils touchent souvent l'ensemble des collaborateurs. Et donc, au final, ce sont des projets qui sont très humains. On va donc faire en sorte de prendre un maximum en compte cet aspect humain dans nos projets informatiques. On va essayer d'impliquer dans les processus nos utilisateurs finaux, le centre au final de ces projets. Et la question qu'on va se poser, mais c'est qu'est-ce qui se passerait si demain on ne le faisait pas, si on ne prenait pas en considération nos utilisateurs finaux, si on ne les impliquait pas dans les processus, si on ne focalisait pas directement sur eux, eh bien, en bout de course, on va se retrouver avec des utilisateurs qui ne vont pas, en tout cas pas tous, utiliser les outils ou en tout cas peut-être mal les utiliser. Et on va avoir un certain nombre de risques. J'en évoque quelques-uns avec vous ici. On va retrouver par exemple ce qu'on appelle du shadow IT. Donc, pour vous donner des exemples très concrets, eh bien, pour des raisons X ou Y, on va avoir des résistances. Et donc, Martine, qui ne va pas vouloir utiliser Teams, eh bien, dans sa vie personnelle, elle utilise WhatsApp, ça marche très bien avec ses copines. Eh bien, elle va installer WhatsApp, ni une ni deux, et vous allez avoir ce qu'on appelle ça du shadow IT, des outils qui ne sont pas validés par les équipes informatiques, pas validés au niveau stratégie de la direction. On va se retrouver notamment par rapport à ça à des failles de sécurité, par exemple. On ne va pas se mentir, il y a toujours des enjeux financiers également lors de la mise en place de nouveaux outils. Et donc, si les utilisateurs utilisent leurs anciens outils, on va rencontrer des incapacités à décommissionner les outils existants. Et donc, forcément, par rapport à nos enjeux financiers, eh bien, on va avoir double coût au niveau des outils, pour des outils qui pourtant font la même chose. On va avoir des charges supplémentaires pour les équipes support. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite. On va également avoir des problématiques de rationalisation des outils. Donc ça, c'est une complexité côté utilisateur, puisqu'on va avoir du mal à lier outils et usage. Nos utilisateurs vont être perdus en se disant, ben voilà, j'ai tel besoin, mais j'ai 4 outils qui font la même chose, vers qui je me tourne. Et également des problématiques au niveau des équipes informatiques, double, triple travail pour la gestion des outils existants. On va donc se retrouver avec de l'insatisfaction utilisateur, des départs éventuellement, et globalement de la perte d'efficacité. Tout ça, c'est pas du tout ce qu'on a en cible, c'est pas du tout ce qu'on envisage.
Et donc, pour pallier à toutes ces problématiques, et parce que rien qu'avec ces premiers messages, je vous ai déjà donné très envie d'impliquer vos utilisateurs, dans les 30 prochaines minutes, on va donc vous illustrer notre démarche d'accompagnement au changement avec une petite étude de cas pour vous donner quelques clés pour viser donc cette implication des utilisateurs et donc la réussite des projets. Et donc, pour finir en beauté, comme ça vous a déjà été annoncé, on aura un fabuleux retour d'expérience d'Orpitrans. Effectivement, Floris, ce qu'on va chercher justement à exprimer avec notre démarche, on s'est dit qu'on allait faire une étude de cas. Donc, en fait, on est allé voir Patrick et Anne-Marie qui travaillent justement dans une entreprise qui s'appelle Tartampion, où la direction de cette entreprise a décidé justement de mettre en place de nouveaux outils Microsoft 365 pour justement fluidifier la communication et la collaboration des collaborateurs, surtout avec le contexte Covid. Aujourd'hui, avec nos démarches, on va vous expliquer comment justement réussir cette transition. Quand on a une transition réussie, on va assurer l'adoption des nouveaux outils par les collaborateurs, mais aussi on aura un retour d'investissement qui va être positif parce que, comme Florie le disait au début, il y a toujours des enjeux financiers. On paye des licences. En plus des licences, il y a des coûts annexes qui s'ajoutent, des charges de support, etc., etc. Donc, il faut vraiment qu'on garantisse cette utilisation des outils de la part des collaborateurs. Mais également, il faut qu'on se dise et qu'on assure la réussite de ce projet-là. Et pour réussir un projet, quel que soit, il y a, comme je disais, le volet technique qui est la gestion de projet. Donc, on est un projet qui se termine dans le temps, dans un temps précis, mais également, il y a aussi le volet humain qui est généralement oublié par beaucoup d'entreprises, on va vraiment venir impliquer, intégrer les utilisateurs dans le processus de cette transition numérique pour assurer justement la réussite de ces projets informatiques. Et donc, pour cela, on va faire en sorte que nos Patrick et nos Anne-Marie, ils prennent un bus. Donc, on va illustrer un peu la démarche avec un bus qu'on va appeler le bus de changement. Et ce bus de changement, il aura un point de départ qui va être la situation initiale. Donc, Patrick et Anne-Marie, ils ont des outils et des méthodes de travail qui existent déjà. Et ils ont un petit train-train quotidien bien confortable et tout ça. Et donc, la direction, elle va venir changer ces méthodes de travail. Et donc, du coup, on va essayer de tous les embarquer dans ce bus-là. Et en fait, on va avoir un parcours avec plusieurs villages pour arriver au dernier village qui va être la destination de l'adoption de ces nouveaux outils et l'appropriation de nouvelles méthodes de travail. Mais ce qui est important, c'est qu'on va faire en sorte que nos Anne-Marie et nos Patrick, ils ne sortent pas du bus. Ils ne descendent pas du bus tout au long de notre parcours. Donc, comme le disait Kenza à l'instant, donc on a nos utilisateurs, nos collaborateurs qu'on va mener au travers de 5 grandes étapes vers l'adoption de nos différents outils et donc pour arriver à la destination, à savoir l'appropriation. La première étape, donc le premier village que l'on va traverser, c'est ce qu'on va appeler la sensibilisation. Qu'est-ce que c'est la sensibilisation? On va pouvoir le résumer en disant que c'est le but, ça va être de permettre aux utilisateurs de prendre conscience de la nécessité de changer. L'idée va être de leur expliquer le pourquoi on change. Si demain je vous annonce un changement, je vous dis il faut que vous changez votre voiture. Demain vous changez votre voiture. La première chose que vous allez me répondre, c'est pourquoi. On est humain, on a besoin de comprendre. Il y a des moments où on veut bien y aller, mais il faut qu'on a besoin de comprendre pourquoi on va changer. Et donc, c'est cette étape qui va nous permettre d'expliquer et de justifier quelle est la nature du changement, qu'est-ce qui va changer, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ce changement est-il nécessaire, quels sont les bénéfices que je vais rencontrer à changer et surtout aussi quels sont les risques si jamais nous ne changeons pas. Donc, c'est vraiment la réponse à ce pourquoi. Que se passe-t-il si on néglige cette sensibilisation? Vous allez avoir des réactions du type « je ne comprends pas pourquoi ». C'est assez logique par rapport à ce que je disais. Et donc, en termes de comportement, vous allez avoir de la confusion. Les gens ne vont pas comprendre, vont être vraiment dans l'incompréhension. Et vous allez avoir les premières résistances et donc de la réticence à y aller. Donc, on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas très envie de se lancer. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour sensibiliser nos Patrick et nos Anne-Marie? On va axer un maximum sur la communication.
Alors, vous allez avoir les campagnes de communication que vous allez pouvoir faire, les campagnes d'emailing, les affiches. Ça, ce sont des choses assez classiques. L'idée globale, ça va être vraiment de faire des événements, de faire des choses assez globales pour vraiment essayer de toucher absolument tout le monde. On va essayer de faire aussi des choses un petit peu disruptives, un petit peu originales pour vraiment susciter l'intérêt aussi et donner envie. On va vous donner là quelques exemples, on vous en donnera sur chacune des étapes. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est un événement global avec toute l'organisation, avec une présentation par la direction, de cette explication du pourquoi. L'idée là, c'est un maximum, je parle de la direction, l'idée c'est vraiment de légitimer, d'asseoir le changement qui arrive, vraiment pour dire qu'il est aligné avec la stratégie et vraiment le valider. On distribue des petits goodies, tout le monde aime les cadeaux, hein, ça aussi c'est assez humain. En termes d'autres petits dispositifs qu'on peut mettre en place, on pourrait faire des interviews qui sont interactives, donc avec la direction, le sponsor du projet, avec des réponses aux questions. Donc là, l'important dans celui-là, c'est vraiment l'interactivité. On va permettre déjà à nos Patrick et à nos Anne-Marie de poser leurs questions, d'évoquer leurs craintes. Souvent, juste laisser la capacité aux gens de s'exprimer, ça efface une grande partie de nos réticences. Donc, on va être vraiment un maximum sur l'interactivité et sur le fait de rassurer. On va aussi pouvoir faire des trucs un dispositif un petit peu fun. Je pense que vous êtes nombreux à connaître les pubs comparatives qu'utilisent avec des petites guerres que peuvent mener par exemple Burger King versus McDonald's ou Pepsi versus Coca-Cola. Si vous les connaissez pas, il y en a qui sont assez rigolotes. Donc, on peut faire des pubs comparatives, voilà, Microsoft versus Google ou avant, après. Donc ça marche assez bien. Ça concrétise aussi un petit peu, le sujet, qu'est-ce qui va se passer. Toujours dans cette contextualisation, ce qu'on fait également, ce sont souvent des mini-séries avec des collaborateurs comme acteurs ou des interviews de collaborateurs ambassadeurs, donc avec des collaborateurs qui ont eu un petit peu les outils en avant-première. Ça permet vraiment de contextualiser le sujet. Donc, après cette première étape de sensibilisation, on est très heureux. Tous nos collaborateurs sont toujours dans le bus et ont compris pourquoi on y allait. Et donc, qu'est-ce qui se passe, Kenza? Oui, donc en fait, merci Florie. Après cette premier village, la sensibilisation, on a embarqué tout le monde dans le bus et on va passer au deuxième village qui va s'appeler la volonté. Et là, en fait, l'objectif de ce village-là, c'est qu'on va susciter l'envie de changer. Donc, on les a sensibilisés, on a communiqué, mais là, on va faire plutôt de la personnalisation où on va justement susciter cette envie et ce désir de participer ou soutenir ce changement que, en fait, ça peut s'appliquer dans n'importe quel changement. Mais là, si on parle des changements justement d'outils, on aura forcément des collaborateurs qui vont nous dire « Bah oui, en fait, après la sensibilisation, le projet est génial, mais merci, vous pouvez y aller sans moi. » C'est ce qu'on appelle un peu de la résistance. Mais en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est que tu participes également avec nous dans ces processus de changement. Donc, il y aura forcément beaucoup de résistance parce que les humains, ils sont frileux du changement. Une fois, en fait, on a le mot changement qui apparaît, bah forcément, on va manifester de la résistance. Et du coup, lors de cette étape-là, il faut faire beaucoup de personnalisation. Et par contre, qu'est-ce qui se passerait si j'ai négligé cette étape de la volonté? Donc, comme je disais, il y aura beaucoup de personnes qui vont dire « je ne veux pas participer », etc., etc. Ben, en fait, on aura beaucoup de passivité. Donc, il n'y aura rien qui va se passer. Et là, en fait, ce qu'on peut faire, et ce qu'on vous recommande de faire justement, c'est de mettre en place, en fait, d'aller chercher des acteurs de proximité. Ça peut être les managers, parce que les managers, ils ont justement cette relation de proximité avec les collaborateurs. Et donc là, les managers, on va les coacher pour qu'ils mettent en place justement des actions pour personnaliser, aller vraiment à l'écoute de leurs collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour donner envie à nos collaborateurs, Patrick et Anne-Marie, de vraiment changer?
On peut imaginer des petits déjeuners d'échange qui vont être focus vraiment vers les outils de Microsoft 365, où là, il y aura un moment d'échange. Donc, on va les mettre à l'aise, etc. On va vraiment aller chercher, comprendre leurs craintes et se focaliser surtout sur les bénéfices individuels. Cette étape, ce village, c'est vraiment du one-to-one, aller comprendre un peu pourquoi ces personnes-là, ils ne veulent pas les changer, pour mettre en place des actions qui vont être ciblées. Et aussi, on peut imaginer des scénarios d'usage sous forme, par exemple, de persona. On va dire la journée de Patrick avec Microsoft 365. On va se dire, Patrick, depuis le matin jusqu'à la fin de la journée, c'est quoi les bénéfices qu'il va tirer de ces outils Microsoft 365. Donc, ça permet vraiment à tous les collaborateurs de se projeter et de se dire, oui, je trouve mon intérêt dans ce changement-là. Et finalement, on vous propose aussi des solutions, c'est-à-dire qu'une fois on a compris en fait ces craintes, on prépare en amont des fiches de solutions. Par exemple, vous avez un problème avec la communication, Teams a la solution. Voilà, donc le mot maître de cette phase-là, c'est vraiment la contextualisation de nos process, mais aussi la personnalisation et du coup, aller vraiment comprendre pourquoi en fait ces personnes-là, ils ne veulent pas changer. Donc, une fois on a fini cette étape, le deuxième village de la volonté, on va passer au troisième village qui est la connaissance. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Floris, sur la connaissance? Merci Kenza. Du coup, on a nos Patrick et nos Anne-Marie qui sont hyper motivés, très enthousiastes pour ce projet. Ils voient l'intérêt et les bénéfices d'y aller. Et donc maintenant, il va falloir qu'on leur donne les clés pour utiliser les outils, pour se les approprier et pour monter en compétences. Pour changer, comme on dit, il faut savoir comment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire de la transmission de savoir. On va les former, au-delà de les former aux outils, comme je vous le disais tout à l'heure, on va surtout les former aux nouvelles méthodes de travail, aux nouveaux processus qui viennent avec ces outils. Rassurez-vous, on les forme quand même aux outils, mais tout est contextualisé et fait pour que on puisse vraiment, pour qu'ils puissent se les approprier dans leur quotidien. Ils vont donc acquérir et apprendre de nouvelles compétences. C'est vraiment l'objectif de cette étape de connaissance. Qu'est-ce que se passerait-il si on négligeait cette étape? Eh bien, on aurait des témoignages du type « je ne sais pas comment » et avec, en termes de sentiments, plutôt de la peur et de l'anxiété. La crainte de ne pas savoir, de ne pas maîtriser les choses et donc de ne pas pouvoir, d'être ralenti dans son travail au quotidien et donc que les outils soient des handicaps plutôt que des moteurs. Du coup, on va continuer à accompagner nos Patrick et nos Anne-Marie avec tout un tas de dispositifs. Là, on vous donne encore quelques exemples. Le maître mot ici, c'est vraiment la transmission de savoir. En général, la connaissance, c'est une étape qui est la moins négligée, on va dire, puisque souvent les projets, on les met en place et puis on forme directement les personnes. Donc, on néglige plutôt les deux premières, mais l'étape de connaissance reste en général bien dans les esprits. L'idée là sur laquelle nous on insiste plus, c'est vraiment encore cette notion de contextualisation pour que les gens puissent vraiment monter en compétences, avec des cas très concrets pour que la montée en compétences soit très rapide. Et le ludique aussi, petit point sur le ludique, ça marche très bien, ça marche toujours. Donc, premier exemple, une activité balade virtuelle dans Microsoft 365 avec une visite comme une visite de musée, mais une visite des outils et des fonctionnalités M365. On va avoir également, par exemple, des parcours d'aventure ludiques, parcours d'aventure dans l'espace, par exemple, dans la savane. Il y a des milliers de choses qui sont possibles. On insiste un petit peu sur le côté aussi challenge, sur le fait d'avoir le petit côté pression, le petit côté équipe, ça marche aussi. Donc, par rapport à ces parcours d'aventure ludique, on peut rajouter des petites surcouches avec des points, avec des petites récompenses. Ça marche bien. On a les guides de bonne pratique. Alors, on va dire que c'est plus classique, mais à la fois, je vais quand même insister sur ce point-là. On vous l'a dit déjà plusieurs fois pendant cette session. L'idée, c'est que nos Patrick et nos Anne-Marie utilisent les outils, mais qu'ils les utilisent aussi, qu'ils les utilisent bien. L'idée, c'est que pour que tout soit parfait à un instant T, c'est bien, mais on veut que ça reste également parfait à un instant T plus 8000. Et donc, on va les aider à bien s'approprier les outils
et à, pardon, et à limiter voilà, d'éventuelles dérives pour vraiment voilà, avoir l'adoption que l'on souhaite. Dernière petite idée, la mise en place d'une monnaie virtuelle, des points de savoir. Donc ça vient en complément de ce que je disais par rapport au côté challenge, au côté récompense. On aime bien ça en général. Donc, nos collaborateurs, nos Patrick et Anne-Marie sont les heureux possesseurs de nouvelles compétences. Ils sont très satisfaits. On va passer à la prochaine étape. Oui, alors merci Florie, mais c'est surtout que nos Patrick et Anne-Marie sont encore dans le bus, ce qui est important, parce qu'on peut imaginer qu'après après la connaissance, bah, ils se disent, bah oui, ok, j'ai les connaissances, mais par contre, bah, je ne mets pas en œuvre tout ça, parce que finalement, je ne peux pas y arriver. Je peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas la capacité à, donc du coup, j'abandonne. Ben, en fait, c'est des choses récurrentes, hein. C'est comme, je vous donne un exemple, comme vous passez le permis. Donc, vous avez l'étape de passer le code, ça, c'est la connaissance. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est passer les cours de conduite. Donc, ça, c'est vraiment mettre en pratique. Il faut que je passe les cours de conduite, justement, pour avoir mon permis. Ben, la capacité, le village 4 de la capacité, c'est exactement les cours de conduite. Donc, on va justement voir si nos utilisateurs, nos Patrick et Anne-Marie, ils ont les connaissances suffisantes, mais est-ce qu'ils ont la capacité? Et dans ce cas-là, parfois, s'il y a des abandons, il faut vraiment qu'on les trouve les moyens pour les raccrocher et ça peut être sous forme de formation sur le terrain. Donc, on va justement se focaliser sur des points bloquants et du coup mettre beaucoup plus de formation là-dessus. On va faire aussi des sessions de coaching, des sessions d'accompagnement beaucoup plus personnalisées pour justement les garder dans le bus. Et finalement, on peut résoudre les problèmes qui vont faire faisant obstacle pour ce changement, adopter ce changement par la mise en œuvre du changement, justement, avec des actions vraiment, des actions à mettre en œuvre pour justement les garder dans le bus. Et du coup, si je néglige cette étape-là de la capacité, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme je disais, les gens, les collaborateurs, ils vont dire « Ah, je ne suis pas capable de bien faire, je suis frustré ». Il y aura beaucoup de frustration, beaucoup de personnes, justement, qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais il y a justement des actions qu'on peut mettre en œuvre pour aider nos Patrick et Anne-Marie à monter davantage en compétences. Il faut vraiment garder en tête qu'il faut simplifier ces outils, ces transitions numériques, il faut la rendre beaucoup plus ludique, beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur des dispositifs un peu plus ludiques parce que ça va attiser l'attention justement de nos collaborateurs. Donc, on peut imaginer de faire des journées immersives personnalisées et scénarisées. Ça peut être justement la mise en pratique des outils Microsoft 365 avec des agents secrets, des voyages en espace, tout ça. Donc, ça attire tout le temps la curiosité des collaborateurs, mais en se focalisant encore une fois sur les points bloquants. Donc, même s'ils ont cette connaissance, là, il faut les pratiquer et en fait, on va avoir des retours d'expérience et à partir de là, on pourra justement mettre en place ces escape games ou ces formations gamifiées pour vraiment les aider à justement à rester dans le bus. On peut imaginer aussi des formations gamifiées avec des parcours d'aventure, etc., des olympiades inter-équipe, inter-service ou inter-direction, où ça va être sous forme un peu de challenge sportif entre les équipes. Par exemple, lancer une fois par semaine un concours de GIF, celui qui va, le service qui va mettre le GIF le plus rigolo, en fait, il va gagner un prix. On peut aussi imaginer, par exemple, le post le plus liké, etc., etc. Donc, le mot-clé, le hashtag de cette étape, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Il faut vraiment insister sur la pratique et en fait, l'adoption va venir justement en pratiquant. Il y aura tout le temps des moments où on va avoir cette frustration, mais il faut mettre en œuvre des actions justement pour attiser attiser l'attention de nos collaborateurs. Du coup, une fois on a passé, c'était le 4e village, on va arriver au 5e village qui est la pérennisation. Et Florie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pérennisation? Merci Kenza. Du coup, on a tous nos Patrick et Anne-Marie qui sont toujours dans le bus et ça, c'est très satisfaisant, on y croit.
Ils savent, ils sont du coup très motivés, ils ont les connaissances nécessaires et la capacité à mettre en œuvre. On a déjà fait une bonne partie du travail. Et donc, l'idée maintenant, c'est de renforcer et de pérenniser ces premières réussites. On n'en a pas trop parlé pour les 4 premières étapes. Pourtant, c'est quand même un petit peu le cas, mais c'est surtout le cas en pérennisation. On va s'inscrire vraiment dans une logique d'amélioration continue. Et donc, on va recueillir au fil de l'eau, particulièrement en pérennisation, mais c'est le cas tout au long du projet. On va récupérer des feedbacks, on va faire voilà, j'en parlerai après, on fera des quiz, des sondages, on va faire pas mal de choses pour vraiment prendre la température, prendre le pouls un petit peu de ce changement, de l'adoption des nouveaux outils. Et donc, c'est cette étape de pérennisation qui va vraiment nous laisser le temps de se dire, OK, on en est où Oh, on a Doug qui est sorti du bus à un moment donné, on l'a pas vu sortir du bus, petit filou, on va le faire remonter dedans, on va l'accompagner, on va, voilà, s'il faut, on ira le chercher un peu plus tôt. On s'est dit, bon, bah, on n'a peut-être pas été assez fin en volonté avec lui, mais c'est pas grave. On va le faire remonter, on va le récupérer. Et donc, c'est cette étape de pérennisation-là où on prend un petit peu le pouls, on met en place, on définit quelles actions on va faire pour justement faire en sorte que voilà, tout le monde on est sûr que tout le monde est dans le bus et faire en sorte pour que tout le monde y reste pour toujours. L'idée, c'est que c'est aussi une étape où on célèbre les succès. C'est très important. C'est quelque chose qu'on fait assez peu et pourtant, il faut le faire, surtout avec les parties prenantes du projet, les gens à qui on a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Donc, c'est important aussi de prendre le temps de se poser pour se dire bien joué et pour se dire bah, qu'est-ce qui marche et qu'on va continuer à faire pour que ça continue à marcher. C'est vraiment l'idée. Là, on évoque avec vous voilà, les petites difficultés pour que ça marque vos esprits. L'idée, c'est que c'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui montent dans le bus en un claquement de doigts et qui s'accrochent au bus tellement ils n'ont jamais plus envie d'en sortir. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner la démarche pour que tous soient comme ça et pour que vous ayez un bus plein à craquer. Donc cette pérennisation, si jamais on ne la fait pas, eh ben vous allez avoir des petits témoignages du type je ne continuerai pas à faire ce qu'il faut. On va se retrouver avec des abandons de personnes qui disent bon mais il y a le petit effet nouveauté où d'un coup tout le monde se met à utiliser l'outil et puis voilà il y a des doutes, il y a des choses qui se passent pas comme prévu et des gens qui quittent le bus petit à petit. Et donc l'idée c'est qu'on va faire en sorte de fidéliser nos Patrick et nos Anne-Marie pour faire en sorte que notre bus soit au top sur une durée indéfinie. Pour quelques exemples d'actions, donc ce que je vous disais, c'est le recueil de feedback d'abord, des quiz, des sondages, on évalue la performance du dispositif d'accompagnement, on met en œuvre forcément les actions qui sont adaptées, on met en œuvre des actions, je le répète encore, on répète quelques mots-clés comme ça plusieurs fois, on vous fera un quiz à la fin pour savoir les mots-clés les plus répétés. On contextualise un maximum, toujours. Chacun est différent, chacun a des problématiques différentes, chacun a des besoins et des usages différents. Donc, on fait en sorte vraiment de les comprendre, de les cibler. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on évalue. Et quand on met en place les actions, on le garde bien en tête. On peut prévoir des ateliers d'échange de bonnes pratiques entre les collaborateurs. Typiquement, voilà, c'est Jean-Michel du service facturation. Pourtant, il n'a pas une appétence aux technologies, nouvelles technologies qui est très importante, mais il est arrivé à prendre en main et à trouver une fonctionnalité ou un cas d'usage particulier avec ces outils. Eh bien, on va lui faire il va pouvoir échanger avec des autres collaborateurs et on va pouvoir également donc l'interviewer, le faire témoigner pour mettre en avant ses success stories. On se dit, les autres collaborateurs vont se dire, mais si Jean-Michel y arrive, mais on peut tous y arriver. Et donc, ça va vraiment motiver, ça va vraiment créer un cercle vertueux. Et l'idée, c'est que tout le monde va se tirer vers le haut. C'est tout ce qu'on souhaite. On va pouvoir également, je le recite maintenant parce que la vocation est un petit peu différente, mais on va aussi pouvoir continuer à lancer des petites ou grandes actions. Les challenges, ça marche très bien. Le côté, on aime bien tous les événements sportifs. On est beaucoup à être fan de certains événements. Bah là, c'est un peu la même principe. Hein. L'idée, c'est de faire des petits challenges d'équipe et voilà, de les aider à faire perdurer ce changement, à leur donner toujours envie de s'y accrocher. Le mot-clé, c'est forever. Kenza, je te laisse le Très fin mot. bien.
Très bien. Du coup, si vous êtes arrivé jusqu'au village de la pérennisation, encore une fois, bravo parce que et si justement vos Patrick et Anne-Marie sont toujours dans le bus, un grand bravo déjà parce que c'est long, ça paraît long, c'est pas simple, mais il faut garder en tête que l'adoption et le travail d'accompagnement, il se fait sur la durée. Pour n'importe quel changement, quand on demande aux gens de changer, ça se fait pas en claquement de doigts. Ça prend du temps, c'est long. Il faut vraiment garder en tête que chacun va aller à son propre rythme. On n'a pas les mêmes capacités justement de changer. La route, elle peut apparaître très longue, un peu chaotique, mais vraiment, ça vaut le coup et la peine de changer et de prendre le risque parce que si on prend l'exemple des outils collaboratifs, les outils Microsoft 365, en fait, c'est en plus de changement d'outils, c'est vraiment un changement des routines de travail, des méthodes de travail vers vraiment quelque chose de beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif à utiliser. Donc, vraiment, il ne faut pas négliger les 5 étapes et il faut aussi respecter l'ordre chronologique de ces étapes-là. Parce qu'il y a en fait, généralement, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, ils ont tendance à confondre. Pour eux, quand il y a un changement justement d'outils, ils vont envoyer directement les collaborateurs au troisième village qui est la connaissance et du coup, ils vont commencer à les former alors que ce qu'il faut faire, c'est respecter vraiment ces 5 étapes. Il faut sensibiliser, il faut aussi communiquer beaucoup, il faut en fait susciter l'intérêt, comme on disait, pour que ces personnes-là échangent et après leur donner les connaissances et la capacité pour changer, pour qu'on puisse atteindre une pérennisation dans le temps. Et l'important, c'est que les personnes ne sortent pas du bus parce que finalement, ce changement, il faut que ça dure pour toujours. Donc, si vous aussi, vous êtes convaincu par cette démarche-là, prenez le bus du changement et ne laissez jamais vos Patrick et vos Anne-Marie descendre du bus. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à notre démarche d'accompagnement qu'on propose aujourd'hui chez Métis. Et là, ce que je vous propose, c'est justement de faire un retour d'expérience avec François Tessonnière, directeur du système d'information de Orpi France. Et du coup, on a accompagné justement Orpi dans l'adoption et la mise en place des outils Microsoft 365. Donc, bonjour François. Tout d'abord, merci beaucoup pour ta participation à ce webinaire. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors je suis François Tessonnière, DSI de Orpi. Je suis arrivé en début d'année pour accompagner la transformation digitale du premier réseau immobilier de France, Orpi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que pour la tête de réseau, j'avais souhaité qu'on implémente Microsoft 365. Okay. Est-ce que tu peux nous parler, François, justement, de ce projet Microsoft 365 qui a été lancé par Orpi? Quels étaient les objectifs et les enjeux de ce projet-là? Oui, Kenza. Alors, le but était globalement de pouvoir créer plus de fluidité, de collaborativité dans le travail, de manière à pouvoir augmenter la productivité à l'aide de la centralisation des informations et d'avoir des canaux homogènes de communication et de travail. C'est-à-dire avoir des outils identiques pour tout un chacun dans les différentes directions, des outils qui soient adaptés aux besoins des collaborateurs et de permettre d'utiliser une même méthode pour pouvoir être plus efficace. En fait, alors ce projet, justement, on a travaillé ensemble et nous vous avons recommandé de cadrer le projet avant de commencer justement à former les utilisateurs et tout ça. Et pour contextualiser la démarche et de favoriser l'adoption, qu'on a vu un peu lors de notre présentation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un recueil des usages collaboratifs qui a été justement réalisé auprès de vos populations pour qu'on puisse comprendre la manière de travailler de vos collaborateurs et orienter un peu vers de nouveaux usages.
Parce qu'aujourd'hui, justement, Microsoft, ils offrent beaucoup d'outils et ce qu'on a privilégié, c'est comprendre la manière de travailler et par la suite orienter vers les outils que Microsoft propose. Qu'avez-vous pensé aujourd'hui chez Orpi de cette démarche qui est vraiment centrée vers les utilisateurs? Alors, en effet, on estime que le cadrage des besoins est tout à fait primordial dans la démarche, puisque ça permet, comme tu l'as dit, de pouvoir cibler les besoins des utilisateurs finaux, de manière à ce qu'on puisse dégager une adoption en fait un peu plus importante. Puisque en fait, l'idée c'est quand même de simplifier et d'améliorer le travail au quotidien. Donc les outils de la suite Microsoft 365 étant extrêmement riches, si on déploie sur différents aspects et sur la totalité des fonctionnalités l'outil, on a toutes les chances de perdre les collaborateurs et par la suite qui gardent leurs anciennes habitudes. Oui, effectivement. Et à ton avis, en fait, si justement on n'avait pas impliqué les utilisateurs, que serait-il passé? Très clairement, on aurait eu, comme je le suggérais juste avant, on aurait eu un déploiement qui aurait été forcément moins adapté, un déploiement d'outils. Mécaniquement, on aurait eu des méthodes de travail associées qui n'auraient pas été pertinentes au regard des besoins de l'utilisateur et donc un taux d'adoption de l'outil plus faible, ce qui quelque part aurait abouti à une absence d'augmentation de l'efficacité et de la productivité comme recherché initialement. Oui, effectivement. Et du coup, en fait, l'accompagnement, justement, l'accompagnement au changement d'adoption de ces outils, je vous ai accompagné lors de cette expérience. Et aujourd'hui, quel enseignement tirez-vous de cette expérience, justement? Alors déjà, tout d'abord, la première chose qu'on retire de cette expérience, c'est la qualité et la réactivité qu'on a eue avec Métis, et en particulier avec toi, Kenza. Et je tiens à vous remercier collectivement pour le travail que vous avez fourni chez nous. Par ailleurs, il y a eu des propositions très pertinentes, notamment au niveau de la création d'une population spécifique dite d'ambassadeurs, qui sont finalement des relais pour l'adoption de l'outil et pour permettre de faire en sorte que les gens montent et restent dans le bus. Par contre, on aurait dû, et c'était à notre demande, on était assez pressé puisqu'on avait des besoins compte tenu du confinement en fait, qui durait depuis 1 an et des outils qui étaient employés au niveau de la communication, des problématiques un peu de sécurité, de collaboratif, qui faisaient que je ressentais une certaine urgence dans le besoin de mettre en place ces outils, qui a été une erreur en fait. C'est-à-dire qu'il aurait fallu laisser plus de temps pour le cadrage, de manière à… Les besoins étaient correctement définis, mais on aurait pu les affiner, mais surtout sur les processus à mettre en place pour l'utilisation des outils, et en particulier, je pense à la gouvernance. C'est-à-dire qu'on aurait finalement eu l'impression de perdre du temps au début, puisqu'on aurait démarré un peu plus tard, mais on aurait gagné plus tard du temps, puisqu'après, pendant qu'on déploie et pendant qu'on forme les gens, on est en train de faire des modifications structurelles de paramétrage et de gouvernance. Donc, si on devait faire quelque chose, ça serait plutôt si je devais retirer une expérience, ça serait plutôt de surtout pas négliger cette phase amont et le temps qu'elle nécessite. Oui, très bien. Et du coup, pour conclure, justement, quelle suite aujourd'hui tu envisages pour Orpi? Parce qu'on parlait de la pérennisation et tout ça. Donc, as-tu déjà commencé à réfléchir pour la suite? Alors bon, comme j'expliquais au début, on est dans une phase de transformation digitale assez intense. Donc les projets s'enchaînent les uns après les autres. Il ne faut pas perdre de vue le retour d'expérience qui est nécessaire et qui devra être réalisé dans quelques mois afin de s'assurer qu'on avait correctement ciblé les besoins et qu'on a donc déployé les outils iDouane pour y répondre et potentiellement justement adapter les méthodes et peut-être aussi les outils qu'on avait déployés et donc potentiellement la mise en place d'autres formations, qu'elles soient sur des aspects qui ont déjà été abordés mais qu'on aborderait plus en profondeur ou sur d'autres outils si ça s'avérait nécessaire. Très bien. Merci beaucoup François pour ton intervention et à bientôt, j'espère. Je serai encore heureuse de travailler avec vous. C'était un plaisir aussi partagé. Tout à fait, moi aussi. Du coup, là, on passe aux questions. Pour compléter ce que disait Kenza tout à l'heure, en attendant les questions,
Pour vous rassurer aussi et pour vous donner envie, c'est une démarche et c'est une route, un parcours qui est aussi surtout plein de très belles surprises. On découvre, voilà, il y a des pépites toujours plein de pépites au sein des collaborateurs. C'est même globalement quasiment que des pépites. Et du coup, c'est en général beaucoup de belles surprises. C'est un parcours qui est, comme le disait Kenza, un petit peu sinueux, qui peut prendre du temps et du coup là-dessus, le message était vraiment de pas se décourager, mais c'est aussi, et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, hein, c'est un parcours qui est semé de belles choses et de petites pépites. Nous, on vous dit foncez. Visiblement, vous avez été très très clair parce qu'il n'y a aucune question sur le chat. Sachez de toute manière que cette session a été enregistrée, comme vous le précisez Morgane, en début de session. Et nous allons bien sûr vous partager le lien dans les jours à venir. Donc, pour que vous puissiez revisualiser cette session, ce webinar. Par ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail. Je vous les enverrai également avec le replay du webinar. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et bon appétit. Un grand merci à tous. Merci à tous.